Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus pour accompagner ce livre qui sera en librairie dès jeudi. Un livre que je suis très heureux d'avoir achevé. Je veux remercier ceux qui ont participé à sa finalisation, frère Lionel Gentric aux éditions du Cerf. C'est un livre que j'ai écrit sur quasiment une dizaine d'années, même un peu plus. Je dirais que c'est un livre d'histoire et c'est un livre aussi peut-être un peu d'amitié. Qui est Serge Bonnet ? Qui est Serge Bonnet ? Serge Bonnet, c'est un dominicain qui est né en 1924, qui est mort en 2015. Un dominicain qui est né à Châlons-sur-Marne, à Châlons-en-Champagne, qui est mort à Metz et qui a vécu dans l'Est de la France. Et c'est une figure de l'Est. Si à Paris, on peut se demander qui est Serge Bonnet, à Nancy, il reste une figure intellectuelle très importante, très respectée, une figure qui a compté. Alors, Serge Bonnet, moi je l'ai rencontré en faisant ma thèse sur l'ordre dominicain, sur la crise de l'ordre dominicain, sur l'engagement du clergé dans l'extrême gauche dans les années 60-70, un ouvrage qui a déjà été publié en 2016 aux éditions Belin. Et en faisant cette histoire de la crise de l'ordre dominicain, qui est une manière d'aborder la crise de l'Église catholique dans les années 60-70, eh bien, j'ai rencontré Serge Bonnet dans les archives. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est qu'il résiste au classement. On ne peut pas dire c'est un conservateur, on ne peut pas dire c'est un progressiste. Il aimait à se définir comme libertaire et bainvillien. Donc, c'est une manière de dépasser le clivage gauche-droite. Et il a effectivement des combats qui le sortent totalement des cases. Je vais peut-être vous présenter un peu sa vie à travers quelques tournants. Et puis ensuite, on engagera la discussion et je répondrai à toutes vos questions, même si, bon, pas trop non plus, parce que je ne voudrais pas vous dispenser d'acheter le livre. Et donc, quelques tournants. Bon, donc c'est bon. Quand on présente le livre, on a le droit de poser une question. On pourrait poser la première question. Peut-être 2 livres. Pour la première question, il faut acheter 2 livres. Moi j'en ai 2, je les en ai achetés 2. Bon, alors, plus sérieusement, Serge Bonnet. Il est issu d'une famille modeste de l'Est. Son premier moment qui va être marqueur de sa conscience politique et religieuse, c'est la Seconde Guerre mondiale. Une Seconde Guerre mondiale qui est une expérience difficile, malheureuse dans sa famille. Son père meurt de la tuberculose, une tuberculose qu'il a contractée pendant la Première Guerre mondiale. Il est frappé et humilié par l'expérience de l'exode, par l'Allemagne qui s'avance une nouvelle fois à travers les terres de l'Est, une nouvelle fois, puisque ce n'est pas la première fois depuis le 19e. Il a un oncle qu'il aime beaucoup, qui est déporté et qui meurt en déportation en représailles d'actes de francs-tireurs. Un autre oncle qui est tué par erreur par des avions anglais. Donc pour lui, son expérience de la Seconde Guerre mondiale est un peu une expérience de l'absurde. De l'absurde qui le révolte énormément. Il est révolté par tout autant le conformisme qu'il y a eu du côté de Vichy que par le conformisme qu'il y a à la Libération dans le sens inverse. Et cela lui fait prendre des distances à l'égard de l'actualité immédiate et lui fait rechercher dans la longue durée la compréhension de ce qui se joue dans l'actualité. Et c'est ainsi que il se forme intellectuellement dans ce moment, entre autres en découvrant l'œuvre de Jacques Bainville, de l'école capétienne, hein, les livres jaunes publiés chez Fayard, qui doivent se trouver ici peut-être, sans doute même, au fond à gauche si mes souvenirs sont bons.
Donc, un moment difficile où se développe un tempérament non conformiste et une volonté de penser librement, à distance, je dirais, des doxas. Après la Seconde Guerre mondiale, il a un premier moment, voilà, j'ai essayé de vous présenter quelques tournants, un premier moment de conversion dans un ermitage, un modeste ermitage de la forêt d'Argonne, l'ermitage de Saint-Rouen. C'est là où il fait une expérience vraiment de vie contemplative, et il décide d'entrer dans la vie religieuse, et il va entrer dans l'ordre dominicain. L'ordre dominicain, dans les années, dans les années d'après-guerre, c'est un ordre qui a une très forte aura, comme un ordre où on peut vivre assez librement, où il y a un fort niveau intellectuel, où on peut un peu échapper à la discipline régulière. Et c'est un ordre qui apparaît comme d'avant-garde et qui porte l'avant-garde de la réflexion missionnaire. Et la réflexion missionnaire, dans les années 50, je dirais que sa pointe, c'est le désir de réévangéliser la classe ouvrière qui se sécularise. Bonnet est donc pris dans ce moment de conversion missionnaire, et il aspire à devenir prêtre ouvrier. Il conserve des liens avec l'Argonne. En Argonne, pendant sa formation théologique au Solchoir, il va contribuer à promouvoir ce christianisme d'avant-garde en rebâtissant ce prieuré perdu dans la forêt dans lequel il s'est converti, et en rebâtissant une nouvelle chapelle qui soit un peu un manifeste en fait, d'un christianisme d'avant-garde, dont l'architecture s'inspire de Le Corbusier, une chapelle en forme de trapèze, en béton brut, décoffré, sur pilotis, un christianisme austère, d'avant-garde, pour mettre la foi chrétienne dans la modernité. Et la construction de cette chapelle va susciter beaucoup de controverses. Toute une partie de la population se révolte, locale, qui avait ses dévotions dans la chapelle, se révolte, etc. Et Bonnet défend cet avant-gardisme. Il défend également cet avant-gardisme quelques années plus tard en devenant missionnaire dans la Lorraine sidérurgique, où l'ordre dominicain cherche à implanter un prieuré. Sa grande préoccupation alors, c'est de trouver le moyen de lutter contre les influences communistes en ramenant les ouvriers sous l'influence de l'Église. Mais Serge Bonnet, cette réflexion, il va la mener en faisant des enquêtes. Il passe son temps à aller à l'intérieur des maisons ouvrières, à essayer de comprendre qui sont ces ouvriers, et surtout il va faire les premières enquêtes sur toutes les ouvriers d'origine immigrée, qui est une population encore peu connue. Il y a une très forte immigration en Lorraine, immigration italienne, polonaise. Il découvre cet univers. Et en même temps, cet univers des migrants va progressivement le détacher de son avant-gardisme. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. En 1962, il y a un épisode qui va beaucoup le frapper, c'est que le frère aux vaches, le frère Vacher, le frère convert du couvent d'Étiole, meurt. Le couvent d'Étiole, c'est le couvent où sont formés les dominicains. Ce frère, c'est un frère qui ne sait quasiment ni lire ni écrire et qui s'occupait des vaches il faut du lait pour de la bonne théologie, comme il aimait à dire. Donc les vaches du couvent de formation des dominicains. Il meurt, Bonnet était très lié à lui et va écrire un livre d'hommage à ce paysan qui vivait une foi simple sous le vêtement des frères convers, donc qui étaient des frères qui avaient une vocation manuelle dans l'ordre dominicain. Et ce portrait qu'il publie avec un livre qui s'appelle Le Frère aux vaches, qui est un magnifique portrait d'une âme simple mais forte, ancrée dans la foi, provoque un certain tollé dans l'ordre. Puisqu'il y a un certain nombre de théologiens qui lui écrivent en disant « Écoutez, votre livre est bien sympathique, mais ça n'est vraiment pas cette image du populaire dont on a besoin aujourd'hui. Le populaire, ce sont les techniciens, ce sont les ouvriers
qu'il faut évangéliser, et finalement, en faisant le portrait de ce frère Vacher, vous contribuez à montrer une image d'une église arriérée, moyenâgeuse. Et là, Bonnet découvre que, finalement, au sein même de son ordre, au sein même des théologiens, il y a une certaine idée de ce que doit être le peuple. Et au nom de cette idée de ce que doit être le peuple, qui est en dehors de l'Église et qui impose de devenir missionnaire, eh bien le clergé abandonne le peuple qui est déjà dans l'Église, mais qu'il refuse de voir ou qu'il méprise en le pensant comme une forme de relique héritée du passé. Et cette prise de conscience, elle va être redoublée toujours dans le contexte de la mission ouvrière. Puisque Bonnet travaille dans les années 60. Alors, en raison de ses enquêtes, il est recruté au CNRS parce qu'il publie des ouvrages assez brillants. Émile Poula le repère, le fait rentrer dans le groupe de sociologie des religions. Et donc, il commence une carrière de sociologue au CNRS tout en restant engagé dans la mission ouvrière dans la Lorraine sidérurgique. Et les prêtres de la Lorraine ont une grande préoccupation, à la seconde moitié des années 60, c'est la communion solennelle. La communion solennelle, c'est la cérémonie qui clôt en fait les années de catéchisme et qui est considérée par une partie de la population comme une forme de quitus. C'est-à-dire qu'après la communion solennelle, on ne revient plus à la messe, pour le mariage, pour les obsèques, et puis ça suffit comme ça. Et donc toute une partie du clergé cherche à supprimer la communion solennelle parce qu'ils considèrent que c'est un rite profane, c'est un rite de passage, qui a une fonction profane, mais qui ne sert pas à développer la foi. Et Bonnet partage plutôt ses idées, il fait un premier rapport à l'évêque de Nancy, disant oui, Monseigneur Pirolet, oui, très bien, il faudrait supprimer la communion solennelle. Mais ce désir, en fait, de supprimer la ritualité pour encourager en fait, les ouvriers à développer des formes plus militantes d'engagement, c'est-à-dire à être moins des pratiquants mais plus des militants, à se détacher de la messe, enfin de certains rites pour plus s'engager dans l'action catholique, il découvre quoi? C'est que, eh bien, ça ne, au lieu de faire progresser en fait tous ces ouvriers vers un modèle militant, ça en fait progresser quelques-uns, mais ça contribue surtout à accélérer le décrochage de la plupart et surtout des immigrés polonais ou italiens. Et c'est cette expérience des immigrés qui lui fait voir que le désir de modernisation du christianisme, en fait, aboutit à élever le niveau requis des pratiquants. Et cette élévation du niveau demandé des pratiquants, elle renvoie en partie à une culture de classe. C'est-à-dire que les critères les plus élitistes de l'appartenance religieuse sont des critères tendanciellement plus bourgeois, avec une dévalorisation des expressions corporelles, par exemple, etc. Et donc, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, c'est que l'avant-gardisme du clergé correspond... ils font beaucoup parler le peuple sans jamais lui laisser la parole. En voulant moderniser le christianisme, c'est toute une partie des clercs qui cherchent surtout à relégitimer leur sacerdoce dans les élites culturelles des années 60-70. Et que les classes populaires réelles se trouvent en fait abandonnées par le clergé. Ça, Bonnet montre dans un livre sur la communion solennelle qui paraît une enquête à la fin des années 60, et Bonnet dit aujourd'hui, il y a un problème qui apparaît dans la modernisation du christianisme, dans le mouvement du concile, c'est le cléricalisme. Et il est un des premiers à montrer qu'au nom de la modernisation de l'Église, il y a une nouvelle forme de cléricalisme qui, au nom des laïcs, au nom de la participation des laïcs, fait toujours les questions et les réponses à la place des laïcs, sans jamais leur laisser la parole. Dans les années 70, et Bonnet est très engagé auprès de ces laïcs. Dans les années 70, il y a des Portugais qui demandent, la communauté portugaise de Nancy demande une salle pour faire de l'alphabétisation et pour se réunir une fois par mois, pour réunir la communauté après une petite messe.
Et les dominicains du couvent de Nancy refusent, en disant oh, ma foi, les Portugais ils peuvent trouver des salles ailleurs, et puis bon, il va y avoir des enfants, ça va faire du bruit dans le cloître. Bon. Bonnet est scandalisé parce que c'est une nouvelle illustration en fait de toujours ce refus du populaire, ce refus de ces catholiques dont les pratiques ne sont jamais les bonnes, ça n'est jamais assez, leurs dévotions sont toujours trop simples, trop archaïques, parce que ces Portugais, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prier ensemble, le chapelet, mais ils ne sont pas intéressés par les propositions d'action catholique. Bonnet est révolté par le refus de cette salle. Il commence à faire une grève de la vie conventuelle pour faire pression sur la communauté. Et cette grève va finalement réussir à changer l'opinion du couvent qui va accueillir cette communauté portugaise. Bonnet en profite pour publier tout un article dans la presse et dans le Monde où il dénonce le fait que les diocèses ont bien souvent énormément d'espace, énormément de bâtiments dont il ne faut rien, alors même que les immigrés vivent dans des taudis. Il appelle à ce que l'Église accueille les immigrés dans ces bâtiments, que les immigrés aient un droit de parole dans tous les conseils paroissiaux, etc. Il appelle à ce que... Bon, etc. Et dans les années 70, il va de nouveau s'opposer à d'autres dominicains sur la question de l'avortement. Il y a une partie des théologiens de l'ordre dominicain, des figures comme Philippe Roqueplo par exemple, qui prennent position en faveur de l'avortement. Et il y a quelque chose qui scandalise Bonnet dans le débat sur l'avortement, c'est que très souvent, l'avortement est présenté comme un éventuel progrès pour les familles les plus simples, avec des arguments malthusiens. Encore une fois, il regrette que personne, au lieu de dire voilà, ça va faire, c'est quelque chose qui est bien pour les pays du tiers-monde, que personne n'aille questionner les immigrés, les personnes du tiers-monde. Il leur dit que la société française aurait beaucoup à apprendre du sens de la famille des gens les plus simples, des immigrés. Il s'oppose à l'avortement et entre en conflit avec ces théologiens dominicains. Mais ces théologiens dominicains, ils sont l'avant-garde de l'ordre et ils reçoivent le soutien, entre autres, du provincial. Et il y a un centre de recherche qui est créé dans l'ordre dominicain c'est un peu cette avant-garde théologique. Avec les dominicains de Nancy, Bonnet cesse de payer l'impôt à la province pour ne pas participer au financement de ce centre théologique. Donc le couvent de Nancy fait dissidence dans l'ordre dominicain, et cette dissidence vient rassurer beaucoup de petites gens de foi simple qui ne comprennent plus en fait les positions des théologiens de l'ordre. Et Bonnet, entre autres, est scandalisé par une chose, c'est que beaucoup de théologiens de l'ordre dominicain vivent du pèlerinage du Rosaire, qui est le grand pèlerinage organisé par l'ordre dominicain et qui rapporte un certain nombre de fonds aux dominicains. Ils vivent du pèlerinage du Rosaire, ils vivent des dévotions simples, tout en se légitimant dans l'arène publique et intellectuelle par le mépris, finalement, de ces dévotions simples. Donc Bonnet devient une figure d'une protestation à l'avant-gardisme et à la modernisation. Il est approché par des mouvements comme les Silencieux de l'Église de Pierre Debray, mais en même temps qui cherche à exprimer en fait la colère de toute une base catholique qui est choquée par une modernisation qui se fait au nom des laïcs, mais sans jamais leur demander leur avis. Mais Bonnet n'entre pas, je dirais, dans les catégories tradies ou progressistes. Son combat pour les migrants, son expérience des ouvriers, le place plutôt par son profil pastoral, plutôt du côté du clergé de gauche. Par ailleurs, il a pris position publiquement pour
l'ordination de viri probati, c'est-à-dire le fait que le sacerdoce soit ouvert à des hommes mariés. Il dit aussi qu'il est tout à fait favorable à l'ordination des femmes. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce qui compte, c'est d'abolir en fait le privilège sacerdotal, d'abolir la hiérarchie pour véritablement débrancher la prise de pouvoir clérical. Mais il le fait contre l'avant-garde et en défendant la foi des simples, les dévotions simples. C'est un prédicateur, comme beaucoup de dominicains qui prêchent au jour du Seigneur, à la messe sur France Culture, et il défend la dévotion mariale, il défend les dévotions aux saints. Les auditeurs de ces messes lui écrivent en disant merci de défendre la dévotion à la Vierge qui devient si rare. Cette question de la défense de la religion populaire, c'est aussi une question savante. Serge Bonnet a poursuivi sa carrière au CNRS, il a fait sa thèse d'État sous la direction de Raymond Aron, où il a écrit un ouvrage de référence sur la sociologie politique et religieuse de la Lorraine, ouvrage de référence qui reste dans les classiques de sciences politiques. Et Bonnet est attentif à la longue durée. Il pense que trop souvent, dans les années 60-70, on surinterprète l'actualité à partir du changement, avec l'idée que tout change et qu'on néglige toujours les permanences, les rémanences qui continuent de structurer la population et les besoins religieux. Et dans les années 70, il y a une grande controverse, surtout autour de 75, autour de la notion de religion populaire en sociologie. Et il va être un acteur de cette controverse intellectuelle où on retrouve Émile Poula, François-André Isambert. Il noue une forte amitié avec Philippe Ariès dans ce cadre-là. Et lui, dans le monde éditorial et scientifique, il va chercher à libérer le populaire de ceux qui parlent en son nom ou qui le réduisent à des mythologies, que ce soit des mythologies de droite, l'idéal du bon peuple villageois, ou des mythologies de gauche, le peuple révolutionnaire. Il refuse les hagiographies et les prolographies, et il entreprend un énorme travail de collecte de la mémoire ouvrière, de la mémoire de l'homme du fer. Il constitue les fonds d'archives à partir desquels, toujours aujourd'hui, l'histoire de la Lorraine sidérurgique est abordée, et il réalise une tétralogie, 4 volumes, qui s'intitule « L'homme du fer », dans lequel il retrace toute l'histoire de la Lorraine sidérurgique à partir de documents bruts, pour que ce soit les ouvriers, les acteurs de terrain qui soient les acteurs de leur propre histoire. C'est une histoire donc par le document, ce qui est d'un point de vue éditorial extrêmement intéressant, extrêmement audacieux. Il va faire ensuite la même chose pour les dévotions populaires, des ouvrages qui va être un succès d'édition du CERF, les prières secrètes des Français d'aujourd'hui, qui paraît en 1976, où il collecte les prières, il fait une anthologie des prières qui sont écrites dans les cahiers d'anthologie de prières dans les sanctuaires. Il en consulte plusieurs dizaines de milliers, il en fait un recueil qui montre toute la profondeur de ce qui se joue dans ces dévotions populaires. Alors, à partir des années 80, c'est une figure intellectuelle très reconnue, c'est aussi une plume polémique redoutée, son pamphlet contre le cléricalisme, qui paraît en décembre 1973, A.U. et Adia, les avatars du cléricalisme sous la Troisième République, est un ouvrage brillant, excellent. Maurice Clavel lui envie ce livre. Donc c'est une plume redoutée, il est invité à Apostrophe, il entre vraiment dans le monde intellectuel comme une figure de défense du catholicisme populaire contre un avant-gardisme qui réduit l'Église à une secte de militants, une secte finalement où les codes d'expression de la foi sont des codes bourgeois. L'élection de Jean-Paul II, il l'accueille comme un soulagement, et parce que c'est un Polonais, qu'il a son expérience des ouvriers polonais,
Mais il observe que dans toute une partie du clergé, l'élection du pape n'est pas accueillie avec le même enthousiasme, y compris dans l'épiscopat. En 1980, il est à l'initiative d'une pétition des intellectuels pour accueillir le pape Jean-Paul II à l'occasion de son premier voyage en France. Il essaye de structurer une opinion pour soutenir en fait cette restauration en quelque sorte du catholicisme qu'entreprend Jean-Paul II contre l'avant-gardisme. Cela va le rapprocher de différentes figures. La figure de... c'est pas Vincent Montagne, son père, c'est Rémy Montagne, donc qui est l'éditeur, démocrate chrétien, qui va, pour soutenir l'action du pape, créer un groupe d'édition, le groupe Ampère, qui existe toujours aujourd'hui, qui est le groupe Média Participation. Il va aussi développer des collaborations plus politiques. Serge Bonnet est fasciné par la paysannerie et il noue une très forte relation d'amitié avec François Guillaume, qui est un agriculteur lorrain qui devient président de la FNSEA. Et quand, lors de l'élection, lorsque Jacques Chirac devient Premier ministre, lors de la première cohabitation, Jacques Chirac nomme François Guillaume au ministère de l'Agriculture. François Guillaume appelle immédiatement Serge Bonnet, lui demande d'intégrer son cabinet, et Serge Bonnet intègre le cabinet de François Guillaume, où il joue un rôle d'animateur, d'homme de réseau, de conseiller. Et puis, tout en poursuivant son œuvre scientifique, cela nous mène un peu vers la fin de sa vie. En 1998, il prend sa retraite. Il découvre qu'il est diagnostiqué Alzheimer, et donc son temps de retraite, il l'utilise à prêcher, à baptiser, à marier, surtout pas des militants, mais tous les catholiques qu'il croise, en allant les chercher dans les villages, lors des fêtes votives, lors des pèlerinages, dans les sanctuaires. Il était très attaché au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, très cher aux Champenois. Et il rassemble ses archives, donc qui sont aujourd'hui rassemblées aux archives de Meurthe-et-Moselle, et qui font à peu près 270 mètres linéaires. C'est sa bibliothèque ou quoi? Et sa bibliothèque n'est pas incluse. Donc, tout ce travail de collecte au service de la mémoire des petites gens. Et il meurt en 2015. Alors peut-être, à la fin de sa vie, il a aussi il médite beaucoup, il relit sa vie. Serge Bonnet, c'est un sociologue, c'est un historien, un excellent historien. Et en même temps, c'était un prêtre très enraciné dans la foi, très fidèle, et à la spiritualité très profonde. Son dernier vrai livre s'intitule D'une fenaison à l'autre, et dedans c'est un peu un livre de vie où il y a beaucoup de réflexion, de méditation. Je voudrais vous en lire peut-être une ou deux pour finir, avant d'engager la discussion. Il aimait beaucoup, par exemple, citer une phrase de du théologien Claude Tresmontant. Je vous le cite: « Si la chrétienté n'annonce plus aux pauvres, eh bien d'autres annonceront aux pauvres la justice, mais en contrepartie, ils attaqueront la chrétienté et la déchireront, comme autrefois l'Assyrien et l'Égyptien attaquaient Israël et le dévastaient lorsqu'il était infidèle à son Dieu et à l'Alliance. » Il était très attaché à la messe. Tant d'Eucharisties célébrées avant nous par d'autres, au cours des siècles. Le prêtre, aujourd'hui, n'a pas inventé l'Eucharistie. Il prend rang, le dernier dans une foule d'orants, de célébrants. Après le confiteor, récité courbé, on se redresse. On s'appuie sur l'autel, on élève le pain et le vin. Il y a des messes où les fidèles participent avec tant de force que l'on se sent porté sur leurs épaules. Ils ne nous portent pas en triomphe. Ils vous demandent de rassembler, de lier, de consacrer avec eux et pour eux. L'Eucharistie reçue
vous prépare à un centuple d'autres communions. Un inconnu traverse votre chemin, un pauvre diable tend la main sous vos fenêtres, un enfant joue aux billes dans le soleil. La porte poussée d'une église de village inconnu vous conduit devant un saint entouré de fleurs fraîches. Quelqu'un est passé avant vous. Dans le ciel, des nuages blancs galopent. On s'est dit que le bonheur cueilli en un jour pourrait remplir une vie entière. 3 chapelets constituent un rosaire. La force de la répétition, on la trouve aussi dans les piliers du cloître et dans le martèlement des pas. Dans le cloître, les piliers vous immobilisent dans la marche. Les pas vous mènent d'un paysage à un autre. Chaque brin d'herbe a sa goutte de rosée, chaque grain du rosaire aurait sa goutte de grâce. Le rationaliste sourit en voyant passer des files de gens qui redisent une même parole. Celui qui est éclairé d'une meilleure lumière comprend que l'amour n'a qu'un mot. Et qu'en le disant toujours, il ne le répète jamais. Voilà, donc c'est aussi une belle figure spirituelle et j'espère vous avoir donné envie de le connaître et de rencontrer mieux. On fera passer ce petit micro, il ne faut pas appuyer sur les boutons qui sont sur le côté parce qu'autrement il s'arrête. Ah, je sais pas. C'est derrière? Question. Un monsieur qui se lève au fond. Oui, T'es arrivé juste après qu'il ait parlé de Darwin. oui, c'est pas grave, ça fait partie des chapitres que j'ai déjà lus. À un moment donné, dans le livre, tu expliques que tu allais voir Serge Bonnet, que tu allais voir Serge Bonnet alors qu'il était déjà atteint d'Alzheimer et que tu avais été particulièrement frappé par le personnage. Tu avais déjà commencé à enquêter sur lui en fait. Oui. Alors, Serge Bonnet, donc, je l'ai d'abord découvert par les archives, par ses lettres, par ses prises de position, et le bonhomme, voilà, qui a une position une position paradoxale, iconoclaste, anarchiste et en même temps conservateur, voilà, avait attiré mon attention et un peu séduit. J'ai rencontré une 50aine de dominicains pour collecter toute la mémoire orale de la période des années 60-70 et donc je suis allé le rencontrer alors qu'il était déjà atteint par la maladie d'Alzheimer, mais il conservait une mémoire ancienne très précise et on a eu quasiment une journée d'échange vraiment passionnante où j'ai découvert le bonhomme, j'ai déjeuné avec lui, c'était un passionné de cuisine et un bon cuisinier. C'était un bon vivant et c'est vrai que cette journée m'a marqué en plus de quelques correspondances puisque en 2015 j'ai fait une réédition de ces textes sur la religion populaire donc qui a déjà été l'occasion de correspondance, ouais. Donc je l'ai rencontré une fois. Mais ce que je veux dire c'est on sent que ça t'avait marqué et que ce travail sur les dominicains est devenu presque un travail sur Serge Bonnet, et notamment la réédition que tu as fait de ses ouvrages, enfin de 3 de ses ouvrages, c'était aussi comme une manière de réaffirmer aux Dominicains que Serge Bonnet n'avait pas eu tort et que ses combats étaient toujours d'actualité. Enfin, c'est comme ça que je les ai lus en fait. Alors, c'est aussi, j'ai lu Serge Bonnet comme sociologue. J'ai bien connu tous les sociologues, enfin j'ai travaillé et lu et rencontré les sociologues avec lesquels il a travaillé, qu'il a côtoyé, Émile Poula, que j'ai vu beaucoup plus de fois que Serge Bonnet, François-André Isambert, Jacques Maître. Et ce qui m'a aussi intéressé chez Serge Bonnet, c'est la singularité de sa sociologie et de son traitement sociologique et historique du changement social dans les années 60-70. Et si je l'ai réédité, c'est pas pour, je dirais, exercer une forme de justice dans l'ordre dominicain, parce que c'est vrai que je me suis attaché à Serge Bonnet, mais comme je me suis attaché à d'autres dominicains, par exemple Paul Blancard, qui était une figure du chrétien marxiste, qui est un dominicain avec lequel j'ai aussi noué une relation, une correspondance, et dont j'ai écrit une notice biographique qui est plus courte.
sur le métron, donc avec qui aussi j'ai eu beaucoup d'échanges. Donc, chez les dominicains, on va dire qu'il y a plein de figures qui m'ont intéressé indépendamment de leur position politique ou théologique. Parce que, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans des figures, c'est qu'elles éclairent une période d'une manière originale. Et donc, pour l'historien, c'est une source précieuse pour revisiter l'histoire et questionner les récits déjà établis d'une période, entre autres les années 60-70. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de retravailler les récits admis de cette période en prenant des points de vue de gauche comme de droite ou on va dire, un peu très, très indépendants comme celui de Bonnet. Donc, j'ai un intérêt intellectuel, c'est vrai, mais aussi une forme d'amitié intellectuelle pour Serge Bonnet, qui m'a donné envie de faire ce travail. Mais je ne me pense pas comme un justicier historique. Mais je pense qu'il est bon que cette histoire soit écrite. Ensuite, à chacun d'en faire ce qu'il en veut, et les dominicains en feront ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez des équivalences parmi d'autres ordres, notamment les jésuites, à la même époque en France? Alors, je connais moins l'histoire des jésuites, mais oui, parmi les jésuites, il y a aussi des figures importantes, comme Henri de Lubac, par exemple, qui est assez connu, qui sont, si on prend le moment de l'après-guerre, qui sont dans des positions avant-gardistes théologiquement, et qui, au moment du Concile, vont être classés comme conservateurs. Alors que dans leurs convictions, ils ne changent pas, mais ce qu'ils attendaient du changement, en fait, les surprend et les déplace. Donc oui, il y a d'autres figures qui ont des positions qu'on ne peut pas classer, ou qu'on aurait tort de chercher à classer trop rapidement, en disant est-ce que c'est un tradi, un conservateur. Je veux dire, l'équivalence au niveau approche sociologique du peuple, cette approche du peuple, parce que c'est là le sujet. Il n'est pas le fait conservateur au tradi. Est-ce que dans d'autres, pas seulement les jésuites, mais est-ce qu'il y a d'autres figures dans l'Église de France, à la même époque à peu près, qui ont fait ce travail sur le peuple? Oui, il y a la grande querelle de la religion populaire, d'un point de vue intellectuel, elle démarre en 1974 avec 2 livres. Serge Bonnet, A eu et à dire les avatars du cléricalisme sous la Ve République. Robert Panet, qui est un prêtre de Vitry-le-François, le catholicisme populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Robert Panet est un disciple des abbés Daniel et Gaudin. Il a été très marqué par l'esprit missionnaire. Donc cette défense du catholicisme populaire, elle est venue en fait de personnes qui viennent du courant missionnaire, mais qui basculent dans la contestation quand ils voient les conséquences de l'avant-gardisme modernisateur du clergé. Donc il y a Robert Panet. Ce sont les 2 principales figures. Je réagis comme ça. Le micro. Vous m'entendez? Non, il faut le micro. Oui, marchez pas. Oui, c'est normal, c'est pour l'enregistrement. Ceux qui C'est sont pour connectés. enregistrer. Ah oui. D'abord, merci Yann pour ce livre, ce que tu nous as dit. Serge Bonnet, moi j'ai entendu parler il y a 40 ans dans ma jeunesse dominicaine, mais de manière assez négative d'ailleurs. Ce qui conforte assez bien ce que tu dis d'ailleurs. L'institution avait un regard sur lui qui était un dissident de droite, je veux dire, voilà, par rapport à Paul Blancard qui était l'inverse. Mais bon, passons là-dessus. C'est un témoignage simplement. Oui, mais parce que j'ai passé un peu rapidement sur tout un épisode de tension avec l'ordre dominicain où, pour dénoncer une théologie qu'il estime hétérodoxe, il finit par prendre ses distances avec la vie conventuelle
il vit dans un presbytère avec un autre dominicain, Donatien Chauvat. Il a eu quasiment 10 ans de dissidence, où il vit une vie, voilà, un peu... Enfin, et beaucoup de frères, enfin voilà, il y a une volonté de le faire sortir de l'ordre. Et lui résiste en disant toujours, je suis loyal, je suis loyal à mes vœux, mais la foi catholique passe avant l'obéissance, et si mon obéissance me pousse à me compromettre avec une institution qui ne défend plus la foi catholique, alors j'entre en rébellion. Il y a du Chauvat aussi, effectivement, oui. Bien connu, Chauvat. Il y a un peu de ça. Mais ce que je veux revenir, c'est... Au fond, ce que je découvre en t'écoutant, c'est que Bonnet nous place au cœur des tensions quasiment insurmontables de l'Église catholique au XXe siècle. C'est-à-dire de la révolution industrielle. Parce qu'aujourd'hui, une Église sans peuple, dans l'interrogation, quel peuple ? En fait, le conflit, il est là. Oui. C'est le peuple rural, c'est, j'allais dire, pour faire gros, Bernadette Soubirous, si tu veux, parce que c'est déjà au XIXe siècle. Et il y a le peuple ouvrier. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, je ne porte aucun jugement. Je dis l'Église est au rouet, parce que, à la fois, s'il ignore complètement le peuple ouvrier, il va passer à côté de quelque chose. Et en même temps, comme tu le dis très bien, et c'était la conscience qu'en avait visiblement Bonnet, c'est qu'à trop en faire d'un côté, elle perd de l'autre ses propres racines. Alors, c'est un sacré dilemme. C'est un sacré dilemme sociologique et pastoral. Oui, mais je dirais une petite contestation, c'est que Bonnet, quand il conteste l'imaginaire du peuple, il le fait au nom de sa connaissance du monde ouvrier. Et ce qu'il reproche à une partie du clergé, et entre autres aux aumôniers d'Action catholique, c'est d'avoir repris la vision du peuple promue par en fait, les sphères militantes communistes, qui est le peuple héroïque, le peuple de militants, le peuple qui fait l'histoire. Et Bonnet, par son expérience et ses enquêtes sur les ouvriers, voit que, en fait, non, la classe ouvrière, c'est pas ça. C'est pas ça. Et Bonnet a beaucoup apporté sur l'analyse du communisme populaire. Dans son livre sur sa sociologie politique et religieuse de la Lorraine, le chapitre sur le communisme populaire a longtemps fait référence. Et les études de Bonnet étaient une référence pour beaucoup de penseurs de la classe ouvrière et des historiens marxistes comme Michel Véret. Parce que ce qu'il montre, c'est que le peuple ouvrier, en fait, eh bien, il n'est pas tel que le rêve le PC. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas une forme de communisme sincère. Il fait un parallèle entre le catholicisme populaire, le communisme populaire. Et donc Bonnet n'est pas sur ce dilemme entre le monde d'avant, rural, et la classe ouvrière. En fait, ce qu'il montre bien, c'est qu'il y a un populaire qui est largué par l'Église au nom du mythe du militant. Est-ce que c'est pas, c'est la dernière question, hein, est-ce que c'est pas encore une réalité aujourd'hui au fond? Quel est le rapport de l'Église au peuple? Est-ce que ce que dit Bonnet, n'est-ce pas, il est assez prophète. À courir après tous les peuples, quelle que soit la vision qu'on en a, on finit par on court tous les lièvres, on perd tout le monde. Mais en fait, ce qui critique, c'est l'élitisme et le sectarisme. Parce que l'élévation, en fait, du niveau demandé, disons voilà, face à la modernité technique, l'Église ne peut plus se permettre d'avoir des pratiquants et des dévots. L'Église, pour être crédible dans la modernité, elle doit avoir des croyants actifs, des militants engagés dans la transformation de la société. Et c'est cette volonté de moderniser l'Église, de redynamiser l'engagement qui a participé à la sécularisation, enfin qui est une forme de sécularisation interne de l'Église, qui de fait a décroché le peuple. Parce que le modèle d'une Église de convaincus, d'un point de vue sociologique, Bonnet est sociologue, c'est le modèle de la secte.
se maintient dans l'adhésion par sa virtuosité personnelle. Le modèle de l'Église, il assume que on va sauver tout le monde avec une croyance de moindre intensité, en rejoignant les gens sur des besoins anthropologiques plus primaires, les rites de passage, etc. Mais que ce qui se joue là, c'est déjà une évangélisation authentique. Et que tout le monde n'entrera jamais dans le cadre du militant actif, parce que dans toute société, Bonnet, alors c'est un grand spécialiste du vote, etc., il montre bien que, de la même manière que dans les partis politiques, les militants sont toujours, par rapport aux électeurs, en proportion infinitésimale. Dans l'Église, le militant est en proportion infinitésimale. Et donc, si on fait du militant politique ou du militant religieux la norme, en fait, on risque d'inhiber la participation des autres. Il montre aussi que la norme de la participation dans la société, elle est toujours irrégulière. De la même manière que l'abstention est une pratique populaire, et qu'il y a une irrégularité de participation électorale, eh bien, dans la population, il y aura toujours une irrégularité de participation religieuse, et que ça n'est pas grave. C'est comme ça. Et ce qui se joue dans cette irrégularité est déjà, d'un point de vue pastoral, important, authentique. Il y a bien des gens qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, mais quand l'aumônier les visite sur leur lit de mort, eh bien, ils voient bien qu'ils ont une forme de rattachement à l'Église, ils ont une vie de foi, ils ont des solidarités qu'ils portent dans la foi, qui ne sont ni méprisables ni négligeables. Ok, merci. Frédéric. Moi, j'avais des questions. Allez-y. Le département de la Lorraine, elle est administrée par les religieux sont sous concordat, c'est-à-dire que tout participant... Non, pas du tout. En Lorraine, La Moselle. il n'y a pas de concordat dans le... Pour Moselle. Non. Pour Moselle. La Moselle. Oui. Pour Moselle. Merci. Deux questions. Première question. Est-ce que Bonnet, lorsqu'il étudie, lorsqu'il enquête sur les populations ouvrières, il relève les permanences de la culture rurale? Je pose la question parce que dans l'histoire que tu racontes du père Vacher, ça m'a fait penser à une réflexion de Jean Clair dans son journal où il disait le 19e, le monde, notre époque moderne, ce n'est pas tellement le siècle de l'apparition de la classe ouvrière, mais le siècle de la disparition de la paysannerie. Et cette disparition de la paysannerie, c'est parce que les 3/4 du temps, en fait, les ouvriers sont d'anciens paysans. D'où non pas les prêtres ouvriers, mais toute une action catholique, par exemple, autour du jardin ouvrier. Le jardin ouvrier qui était porté par les prêtres, etc. etc. Et donc je sais qu'il y avait pas mal de prêtres qui, ayant connu dans les années 30 les ouvriers, considéraient véritablement les ouvriers ou les nouveaux émigrants, etc., comme plus d'anciens paysans, davantage que comme de nouveaux ouvriers. Et je voulais savoir s'il avait cette même approche pastorale que pouvaient l'avoir des prêtres dans les années 1920. Alors Bonnet est il a écrit un article qui s'appelle Rémanence agraire en Lorraine sidérurgique, où il montre à quel point toute la culture rurale demeure présente dans la culture ouvrière. Toujours pour déconstruire en fait les visions un peu admises de la classe ouvrière, il montre toute l'importance de la culture rurale qui reste, l'importance de la colombophilie, etc., du rapport au potager. Ensuite, moi sur ta question, là où il a une sensibilité à la question rurale qui va jouer dans ses positionnements en défense du catholicisme populaire, c'est qu'il est très marqué par les travaux d'un folkloriste, comme on disait à l'époque, André Varagnac. Et André Varagnac, donc, qui est un proche de l'école des Annales, qui a travaillé avec Lucien Febvre, André Varagnac, dans les années 30, il fait une grande enquête sur la pratique des feux saisonniers.
parce qu'il y avait les feux de Saint-Jean, mais en fait il y avait aussi des feux au début du carême, à la fin du carême. Il y avait beaucoup de pratiques de feux rituels à la campagne. Et il fait tout un inventaire de ces feux. Où se perpétuent-ils? Où s'arrêtent-ils? Cette carte de la pratique des feux saisonniers, c'est elle qui va inspirer Gabriel Lebras et le chanoine Boulard lorsqu'ils vont faire leur carte de la pratique religieuse de la France. Et Et André Varagnac est frappé par une chose, c'est que là où ces traditions rurales extrêmement anciennes se perdent, eh bien, il n'y a pas, là où ces pratiques festives, ces rituels se perdent, il n'y a pas de créativité folklorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres rites qui prennent le relais. C'est une disparition brute, enfin une disparition totale, pardon. Et Varagnac va décrire très finement comment la culture populaire décline. Ce que faisaient les adultes, ensuite, il n'y a plus que les enfants qui le font, etc. Et ce que voit Bonnet, en s'intéressant aux travaux d'André Varagnac, c'est que partout où ce fond de popularité un peu pagano-chrétienne disparaît, le christianisme ne progresse pas. Le christianisme disparaît ensuite. Et ça, par rapport à d'autres théologiens ou d'autres prêtres qui pensent que pour faire advenir un christianisme réel, et l'opposition foi-religion est très présente dans la théologie des années 60, pour faire advenir un christianisme réel, il faut affranchir les chrétiens de ce qui reste de païen en eux. Et Bonnet va prendre la position adverse. Il pense que là où on tue ce qu'il y a de païen, on prépare la sécularisation et pas une christianisation plus authentique. Ça rebondit un peu sur ce que je te dis. C'est un peu ça que j'avais à l'esprit. La figure du militant et aller au monde ouvrier, c'est exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Il y a un peu de paganisme qu'il faut conserver. Je pense au père Alexandre, le pays de Caux. Oui. Je ne sais pas si tu as écrit leur chez Plon. Alors, ça me fait penser exactement à ça, ce que tu dis. C'est-à-dire que ces catholiques sont en fait des païens. Oui, mais c'est la condition de leur catholicisme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est là où il faut de l'hybridation. Et là où on veut un christianisme pur, en fait, on prépare une sécularisation radicale. Le christianisme doit reposer sur un substrat de culture. Est-ce que tu irais jusqu'à dire là où on veut un catholicisme christocentré, on prépare le... Non, mais après, Bonnet est pas non plus... Bonnet, par exemple, n'a pas du tout de contestation du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, il l'accueille très bien, il est en faveur d'une liturgie en langue vernaculaire, c'est pas du tout un nostalgique des liturgies antérieures. C'est pas un idéologue. C'est pas du tout son... Donc lui, il est pour une certaine modernisation du christianisme, etc. Mais c'est cette opposition du militant au pratiquant qui lui semble sectaire et cette prétention à défendre la foi pure, comme rapport à l'Église, qui lui semble en fait préparer l'exculturation. C'est-à-dire on sort la foi de la culture, mais quand il n'y a plus la culture en ressort de la foi, eh bien il ne peut plus y avoir de dimension populaire de la foi. C'est ce qu'on a vu en Corse, là, quand on parle c'est exactement ça. Bah oui, il y a un peu de ça. Alors le pape François, effectivement, avec son expérience de l'Amérique latine, lui voit très bien à quel point... Il a une phrase très forte dans... est-ce que c'est dans Evangelii Gaudium? J'ai une hésitation, où il écrit que une fois un groupe de catholiques extrêmement convaincus résistera moins bien à la sécularisation qu'une population dont la foi est mêlée à la culture et qui a de multiples dévotions. Parce que ces dévotions, elles attachent la population, elles entretiennent dans la population le sens de la profondeur de la réalité, que derrière le monde visible, il y a un monde invisible, et que les deux peuvent interagir sans cesse pour celui qui est attentif à cette profondeur du réel.
Et ça, ce rapport enchanté au monde, qui a sa naïveté, qui est hybride, qui est chrétien et païen à la fois, ça entretient la possibilité de la foi. Là où des gens qui défendent une foi pure, souvent de manière plus intellectuelle, ils contribuent à extraire la foi de l'ordinaire et de la culture, et tout en voulant défendre la foi, contribuent à séculariser la société. Ça, Max Weber l'a très très bien montré. Ces dynamiques de sécularisation interne qui sont provoquées par le clergé depuis le XVIIIe siècle, parce qu'en voulant toujours mieux défendre la foi face aux philosophes, face aux intellectuels, ils délégitiment les superstitions, défendent une foi qui vaut pour elle-même, une relation à Dieu qui vaut pour Dieu, et qui ne vaut pas pour voilà, échapper à la maladie ou réussir les examens, mais une foi qui, par conséquent, est en dehors de toutes les préoccupations qui font une vie humaine. Ce sont des agents de sécularisation leur reçu. Exactement, tout à fait. Ça, c'est très net. Et on le voit encore au XXe siècle. Ah bah pour moi, c'est ça l'enjeu. Oui. C'est ce que voit Bonnet. C'est que cette sécularisation, Elle est travaillée par l'Église. elle est elle-même. portée par l'extérieur, par l'évolution de la société, l'exode rural, la tertiarisation de l'économie, etc. Mais elle est aussi, en fait, portée par une partie du clergé, malgré lui, parce que ce clergé cherche à bâtir un christianisme Mais qui il y a va un mieux mimétisme. résister à la sécularisation. Il y a un rapport mimétique entre les deux. Oui, mais pour en revenir au pape François, quand il a fait son synode sur l'Amazonie, il s'est fait blackbouler par les prélats les plus conservateurs qui n'ont pas voulu du tout de ces réformes. C'est toujours actuel. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez Oui, non, mais la question du cléricalisme, elle se renouvelle sans cesse sous des figures nouvelles. Et le rapport à la place des laïcs, à la place du peuple. Le peuple. Alors là, en fait, ce qui est aussi intéressant chez Bonnet, c'est qu'il pose de manière extrêmement fine, en fait, des contradictions, des tensions internes au christianisme, qui sont des tensions qui se perpétuent dans le temps. Enfin, excusez-moi, sur la Pachamama, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que Serge Bonnet est ancré dans un territoire qui est le territoire de la Lorraine. Tu commences ton livre en rappelant quelques pages de Barès et notamment l'endroit où le camarade Bonnet va se recueillir, Oui, à Saint-Ouen. une espèce de combe avec des sources qui affleurent et on a l'impression il y a encore des dryades gauloises qui sont planquées dans les fourrés. Enfin, voilà. Donc il y a un côté terriblement enraciné. Quand le pape François débarque avec son Amazonie, où brusquement l'anaconda aurait plus de valeur que le bouvreuil et la forêt vierge que le hallier normand. Caricaturel. Oui, c'est un peu mon genre, mais le fait de nous coller l'Amazonie comme étant une espèce de figure nouvelle et nécessaire était quand même elle aussi de l'ordre de la caricature. Pour des gens qui sont habitués justement au paysage de la Lorraine, à la Gascogne ou à l'arrière-pays provençal, où il n'y a pas plus d'anaconda que de beurre en broche. Il y a beaucoup plus de Il me semble que nous nous écartons du sujet. Bravo Richard. On va faire un débat là-dessus. Mais j'ai pas compris ça du tout comme ça. Moi je crois qu'il voulait quand même. Il voyait très bien, et je pense que là on a vraiment loupé une occasion, et que pour maintenir une évangélisation missionnaire, d'ailleurs j'avais une question à savoir si justement le Père Bonnet pensait aussi à la mission. Enfin, la mission en Afrique, justement, en Amérique latine, etc., où il a, bien sûr, la mission dans le passé avait imposé le christianisme en détruisant tout le paganisme antérieur, Tout à fait. en brûlant les statues, etc. Bon. Mais là, pour l'affaire de l'Amazonie, c'est qu'il avait bien vu que s'il n'y a pas l'idée, la controverse, c'était sur savoir si, justement, c'est le cléricalisme. D'ailleurs, il n'y a pas de prêtre en Amazonie. Donc, les anciens, si on donnait des responsabilités aux anciens, on pouvait maintenir une présence chrétienne en Amazonie, alors que là, c'est foutu. Alors, je vais vous citer
un développement de l'anthropologue Gilberto Frère, Oui. que Bonnet aimait beaucoup citer, justement Génial, sur cette thématique-là. Les pères jésuites au Brésil ont substitué au chant indigène d'une saveur si agreste leur cantique composé par eux, sec et mécanique, chant dévot qui ne parle d'autre amour que de celui de la Vierge et des saints. Ils ont imposé à la diversité régionale linguistique une langue générale. Ils ont fait disparaître chez les Indiens que la catéchisation atteignait les danses et les fêtes les plus instructives, les plus intéressantes, les plus imprégnées de leurs énergies animales, pour ne laisser subsister qu'une ou l'autre danse seulement gracieuse, comme celle des jeunes garçons. Plus encore, ils ont essayé de détruire, tout au moins de châtrer, tout ce qui pouvait être expression virile de culture, artistique ou religieuse, en désaccord avec la morale catholique et avec les conventions européennes. Ils ont séparé l'art de la vie. Ils ont jeté les bases d'un art, non d'expression, de prolongement de la vie, des expériences physiques et psychiques des individus et des groupes, mais de composition, d'exercice, de calligraphie. Et donc, là, petite critique des jésuites, toujours bien, c'est toujours de bon goût. Et pour Bonnet, c'est typiquement ce que une partie du clergé était prêt à voir et à reconnaître dans les défauts, en fait, de l'évangélisation des peuples brésiliens, c'est-à-dire ils n'étaient pas prêts à le reconnaître dans leur rapport à la population française. Oui, ça, c'est pas de faire de l'Amazonie un modèle pour les Français, hein. C'est pas ça l'idée. Pardonnez-moi, le fait de faire débarquer la Pachamama à Rome, il y avait quand même un côté acculturation forcée qui était un peu bizarroïde. Non, c'est l'inverse. Oui, mais j'ai bien compris. D'autres questions sur Serge Bonnet? J'aurais une question qui est aussi sur le pape François. Bon, au-delà du rapport qu'on peut faire sur le côté un peu inclassable du personnage, le pape François, théologiquement, est héritier de la théologie du peuple, qui est un courant particulier de la théologie de la libération, qui précisément a rejeté un petit peu les mêmes choses que le père Bonnet, en disant, dans la théologie de la libération, il y a un risque de classe, etc. Il faut voir le peuple comme un ensemble et comme voilà, tous au même niveau. Et il faut aussi revenir à tout ce qui est piété populaire, ce qui va être beaucoup dans Evangelii Gaudium, dans le sens même, ça influence sa théologie du sensus fidei. Il y a tout ça derrière. Et donc, est-ce qu'il y a eu des contacts entre cette réflexion-là en terre sud-américaine, ou précisément peut-être par rapport à, contrairement à ce qui est écrit là, il y a eu une sorte de culture nouvelle qui a été créée entre ce qui était indigène et puis les colons ensuite, espagnols, etc., qui sont arrivés. Alors voilà, ça s'est fait dans certaines conditions, mais finalement il y a une culture un peu médiane et tout à fait unique qui est née de ça. Et en Argentine, il y a eu toute cette réflexion-là pour voilà, être à l'écoute. Et même dans Evangelii Gaudium, je crois qu'il y a un passage où le pape François dit « mais il faut d'abord être capable d'aller écouter et d'aller nous-mêmes nous évangéliser auprès de la piété populaire, avant de dire maintenant on va purifier la piété populaire ». Et donc on retrouve quand même pas mal, j'ai l'impression, ce que dit... Oui, ensuite, est-ce qu'il y a des contacts? Je ne sais pas. Non, j'ai pas de traces d'échange, on va dire, entre Bonnet et l'Amérique latine à ces périodes-là. Et dans la province dominicaine de France, les liens étaient plutôt du côté de la théologie de la libération, autant que je le sache. Qui sont les anti-Bonnets, les primitifs qui écrivent, enfin, tu disais, tous ceux qui étaient à l'avant-garde d'une religion qui est plus inculturée, c'est qui? C'est Michel Coy? Non, c'est pas Michel Coy. Michel Coy, c'est les années 50. Non, bah ensuite, il va... c'est intéressant dans l'ordre, c'est de voir... En fait, il va être plus ignoré que combattu, mis de côté. On trouve dans la revue des sciences philosophiques et théologiques de la province dominicaine de France
des comptes rendus, par exemple de Jean-Pierre Jossois, assez condescendants à l'égard, par exemple, de prières secrètes des Français d'aujourd'hui. Donc il n'est pas vraiment combattu. C'est plus, il va rencontrer l'opposition des autorités, parce que c'est un trublion. Il est très libre. Par ailleurs, son indépendance, il a une grande indépendance, c'est qu'il est directeur de recherche au CNRS, donc il a un salaire. Donc tout ça lui permet aussi d'échapper à un certain nombre de régulations. Et puis c'est les évêques locaux qui vont trouver que c'est une grande gueule et qui vont chercher à le marginaliser. L'évêque de Nancy, par exemple. Vous disiez tout à l'heure que les ouailles de l'Est de Bonnet étaient soulagées quand il y a eu cette rébellion contre les supérieurs, y compris financière. Quelle connaissance justement les gens, les paroissiens avaient de ces débats? Est-ce qu'ils sont étonnés? Est-ce que c'était Bonnet lui-même qui restituait ce qui se passait à ses ouailles? Quel suivi les gens du commun, entre guillemets, de tous ces débats à cette époque? Alors ça, c'est au couvent de Nancy, parce que Bonnet a été prieur du couvent de Nancy pendant de nombreuses années, et au couvent de Nancy, il y a toute une communauté d'amis, et Bonnet reçoit des lettres, j'ai trouvé dans les archives, de fidèles, en fait, d'amis de l'ordre dominicain, qui font le pèlerinage du rosaire avec leurs dominicains, qui vont à la messe du couvent Notre-Dame du Chêne de Nancy, qui disent, mais quand même, j'ai lu les interventions de tels théologiens sur la question de l'avortement, sur différentes questions spirituelles, des gens qui disent, ça me bouleverse, je ne comprends pas ça, pourquoi est-ce que l'ordre fait quelque chose, etc. Donc, il y a des laïcs, en fait, qui vont le mobiliser sur ces questions-là. Et entre autres, quand il va faire dissidence du couvent de Nancy à un moment, parce que le couvent de Nancy il va y avoir une élection d'un nouveau prieur, ils vont décider de voter, ils vont payer l'impôt à la province, donc Bonnet à ce moment-là quitte le couvent et il est suivi par toute une partie des fidèles du couvent. Et donc c'est un drame pour le prieur qui vient d'être élu, qui a fait sortir le couvent de Nancy de sa position de dissidence à l'égard de la province, mais qui perd toute une partie du public. Et lui n'est pas de Nancy, il est effrayé, il raconte dans un courrier au provincial, voilà, j'étais invité à dîner, et puis on me présente à quelqu'un comme prieur du couvent de Nancy, la personne m'a regardé, est partie, voilà. C'est-à-dire que les membres du couvent de Nancy, eux aussi étaient dans la contestation, mais bon, après un moment, il y a tout un feuilleton, hein, donc ils ont choisi de faire leur contestation tout en payant l'impôt, et Bonnet a considéré que c'était une compromission. Donc à ce moment-là, il y a une division au sein même des contestataires contre l'avant-garde théologique, et alors cette tension entre les contestataires, elle va être extrêmement dure, parce que tant que Bonnet est dissident, ceux qui ont accepté de voter l'impôt, ils ont l'impression d'être regardés comme des compromis et des traîtres à l'égard d'une partie de l'opinion des amis du couvent. Et Bonnet reçoit des sanctions de la part de l'ordre, ou c'est un fait compliqué, il paralyse un peu Alors il part avec un autre frère qui tous ses ministères lui sont retirés de prédication, donc il va être isolé, et Bonnet, en fait, il n'est pas sanctionnable, en quelque sorte, parce qu'il est directeur de recherche au CNRS. Mais il y a plein de lettres, le provincial hésite sur faut-il le sanctionner ou pas. Mais ensuite, c'est une période où on ne sanctionne pas les frères qui sont en dissidence, parce que, et ça se comprend très bien, pour des frères dont la vocation est fragilisée, c'est une période où il y a beaucoup de départs, hein. S'ils sont fragilisés dans leur vocation, que ce soit pour des raisons diverses,
Ça peut être la foi, ça peut être la rencontre d'une femme, ça peut être les sanctions ne pourraient qu'accélérer en fait le départ. Donc les autorités en général usent d'une grande sollicitude. C'est-à-dire que le frère dont l'attachement à l'ordre devient fragile, il va faire l'objet de beaucoup de soins, de beaucoup de fraternité, et même parfois, il va faire l'objet d'une promotion. Cela afin de susciter, réveiller sa motivation et de l'inviter à se réengager dans l'ordre. Cette technique, elle a été utilisée pour beaucoup de prêtres abuseurs, ce qui ensuite, quand on dévoile ce type de stratégie, forcément, ça fait scandale. Parce que ce type de stratégie ne peut être légitime que dans la mesure où elle est secrète. J'avais une autre question. Est-ce que vous voyez, on pourrait faire un... Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui dans le mouvement actuel, qu'on pourrait dire un peu l'avant-gardisme actuel de l'Église, qui sont tous les mouvements de conversion pastorale, voilà, avec le congrès mission, avec... Est-ce qu'il y a un risque de répéter l'erreur un peu du militant qu'on met trop en avant, et du coup, à vouloir gagner, c'est assez curieux, mais à vouloir gagner un peuple nouveau, de perdre aussi un certain nombre de personnes qui ne rentreraient pas dans ce mouvement-là? Effectivement, je pense qu'il y a, dans le zèle religieux, il y a une forme d'élitisme. Et cet élitisme est à la fois mobilisateur pour la mission en interne, mais peut inhiber et décourager la conversion en externe. Parce que c'est un débat que j'ai eu au Congrès Mission, on m'avait invité il y a quelques années sur la question du baptême, la sociologie des baptisés, etc. Et j'étais frappé que beaucoup de ces missionnaires disaient, parlaient de leur rencontre avec Jésus. Ils disaient finalement, ah oui, mais le baptême... Et le baptême, il glissait toujours dessus pour dire, oui, mais j'ai rencontré avec Jésus. Et donc, eh bien, il y a beaucoup de catholiques qui, ou de recommençants, quand ils entendent ça, ils peuvent se dire, oui, mais moi, est-ce que j'ai rencontré Jésus? Ils peuvent vivre leur foi tout simplement dans la confiance en ce que sont les sacrements. Et cela est suffisant. Et d'un point de vue théologique, ma foi, c'est l'ex operato, Dieu est là. Et le fait de toujours vouloir finalement montrer quelque chose, enfin voilà, là c'est des influences protestantes, mais défendre la rencontre avec Jésus, etc., eh bien... Le disciple missionnaire. Comment ? Le disciple missionnaire. Ça peut énormément décourager, ça élève en fait le niveau de l'expérience religieuse requise, et tous ceux qui ne sont pas des mystiques, ma foi, peuvent avoir l'impression que par conséquent, ils ne sont pas chrétiens, ou que leur vie spirituelle est sans valeur, et ça c'est très problématique. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe avec la question justement du disciple missionnaire, c'est-à-dire c'est le même pape François qui d'un côté a vraiment cette sollicitude pour le peuple, la piété populaire, et qui en même temps pousse vraiment en disant chaque chrétien doit être un disciple missionnaire. C'est pour ça que je me dis il y a un déplacement peut-être de la problématique. Alors, je ne dis pas que c'est pas parce qu'on pousse... c'est un risque, quoi, hein, c'est pas ce que ça produit automatiquement. Mais ça donne à penser quand même. Ensuite, moi, la mobilisation missionnaire, elle me semble surtout une manière d'intensifier en fait les pratiques religieuses des catholiques. C'est plus une forme de mobilisation interne que de mobilisation vers l'extérieur. Et ça, que dans l'Église, il y a à la fois la volonté de montrer une voie de progression, ça s'entend. Voilà, c'est sûr, il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire qu'aucune Église ne sera populaire sur un modèle de zèle militant, qui correspond toujours à un modèle sectaire, qui dans toute société correspond à ce que sont les élites. Et très bien, mais un modèle élitiste ne sera jamais un modèle populaire.
Bon, je voudrais vous laisser un peu de temps pour acheter le livre quand même. Oui.